Ils étaient des milliers à manifester hier dans les rues de Saint-Étienne contre la dissolution possible de deux groupes emblématiques de supporters ultra du club local. Des banderoles qui ont été affichées un peu partout, dans tous les stades de Ligue 1 hier. Ne touche pas à mes copes ou alors liberté pour les ultras. Pourquoi le ministère de l'Intérieur engage une procédure de dissolution de ces groupes ultras? On en parle avec notre invité Mathieu Zagrodzki. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité intérieure et notamment autour du sport. Bruno Retailleau qui part en guerre contre les supporters qu'il juge ultra violents. Bruno Retailleau aussi qui fait publier des chiffres qui montrent qu'il y aurait de plus en plus d'actes de violence en marge du football. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Oui, alors après, j'ai pas regardé le rapport en question. Il y a effectivement un certain nombre d'incidents qui ont relativement sérieux, qui ont émaillé le football ces derniers mois et ces dernières années, et qui ont marqué l'opinion. Et dans le cas de Saint-Étienne, il y a notamment l'envahissement du terrain face à Auxerre. Il y a de cela 2 saisons, au moment de la descente descente en Ligue 2. Donc il est indéniable qu'il y a un certain nombre d'incidents, et certains encore une fois qui sont marquants autour du football. Bon, après la question étant de savoir, et je pense que c'est l'objet de notre discussion, si la dissolution d'associations est la solution à ce type de phénomène. Exactement. À Saint-Étienne, notamment 2 associations d'ultra, de grosses associations assez emblématiques. D'une part, les Magic Fans, d'autre part, les Green Angels sont visés par une procédure de dissolution. D'abord, il y a des précédents de dissolution d'associations de supporters emblématiques. Ça a été le cas à Nice avec la Brigade Sud. Ça a été le cas à Paris avec les Boulogne Boys. Quelles sont les conséquences d'une dissolution d'abord ? Les conséquences d'une dissolution, c'est tout simplement que l'association n'existe plus. Quand on parle de dissolution, on parle de dissolution plus particulièrement de loi, d'association de loi 1901. Donc en fait, le groupe en question n'a plus de local, n'a plus la possibilité de s'organiser, n'a plus le droit en fait, par exemple, de déployer des banderoles affichant le nom de l'association. C'est ce que vous avez fait référence aux Boulogne Boys en 2008. Effectivement, c'était au Parc des Princes, et puis 2 ans plus tard, il y a eu le plan Le Prou qui a dissous toutes les associations de supporters du Paris Saint-Germain, et donc, effectivement, n'ont plus le droit de s'afficher, de s'afficher comme tel. Dans le cas de Saint-Étienne, on parle quand même des 2 plus grandes en fait associations de la ville. Quand je dis plus grande association de la ville, c'est pas du stade, mais de la ville et de ses environs. Ce sont les 2 plus grandes associations de loi 1901. Exactement. D'ailleurs, on va y revenir parce qu'elles ont un certain nombre d'actions extra-sportives aussi, y compris sur le plan caritatif. Mais avant ça, vous avez cité ces 2 exemples, les Boulogne Boys de la tribune Boulogne du Parc des Princes à Paris et la Brigade Sud de Nice. C'est pas tout à fait pareil parce que les Boulogne Boys ont complètement disparu du Parc des Princes, en tout cas en tant que groupe. En revanche, la Brigade Sud à Nice a été remplacée par la Populaire Sud. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la Populaire Sud qui existe aujourd'hui à Nice et la Brigade Sud qui existait jadis ? Il y en a pas vraiment. Le noyau ultra niçois existe toujours. En fait, la différence avec Paris, c'est que à Paris, la dissolution des associations c'est accompagné de mesures extrêmement restrictives, notamment sur les achats de places et d'abonnements. Autrement dit, vous aviez à Paris 2 tribunes rivales qui étaient Auteuil et Boulogne. Tout le monde s'en souvient plus ou moins. En tout cas, les gens qui s'intéressent au football. Alors, non seulement les associations ont été dissoutes, mais aussi la possibilité d'acheter des places dans les 2 tribunes a été rendue aléatoire. Autrement dit, si vous vouliez aller en virage, vous ne pouvez plus dire je vais à Boulogne ou je vais à Auteuil. C'est un ordinateur en fait qui tirait au sort à votre place. Ce qui fait que ça a complètement dissuadé les anciens groupes de revenir, pour la bonne et simple raison qu'ils ne pouvaient plus se regrouper entre eux. Et qu'ils n'étaient plus les bienvenus au Parc des Princes. Sauf que ça, corrigez-moi si je me trompe, Mathieu Zagrodzki, c'était une décision du club, le Paris Saint-Germain, pas une décision de l'État. Alors disons que c'est une décision des 2. Les dissolutions d'associations de supporters, il n'y a que l'État qui peut le faire. C'est pas un pouvoir qu'un club a entre ses mains. En revanche, la politique de billetterie, ça c'est entre les mains des clubs. Ça a été en fait une mesure qui a été prise, une série de mesures prises main dans la main entre l'État et le club Paris Saint-Germain Football Club. Là, dans le cas de Saint-Étienne, on n'est pas du tout dans la même démarche, puisque le club
club, lui, s'oppose à la dissolution des Magic Fans et des Green Angels. Est-ce que ça signifie concrètement, si je fais un peu de prospective, que si le club reste proche de ces groupes ultras, imaginons que les deux associations soient dissoutes, d'autres se créent avec un autre nom au même endroit dans le stade et elles sont accompagnées comme à Nice et en d'autres termes elles renaissent? C'est tout à fait imaginable. De toute façon, il faut se dire, chacun des deux virages de Saint-Étienne, c'est environ 8000 personnes, si je dis pas de bêtises. Elles vont pas s'évaporer, à moins que vous ne preniez des mesures, encore une fois, d'interdiction individuelle de stade, ce qui est très compliqué, et ce serait même illégal, parce que l'immense majorité des gens qui font partie de ces associations n'ont rien à se reprocher. Vous pouvez pas les interdire, leur interdire de venir dans l'enceinte. Alors après, oui, l'État peut éventuellement s'opposer à entre guillemets, à une reconstitution de ligue dissoute, en tout cas d'association dissoute, mais là on entrerait en fait dans une bataille juridique et également médiatique qui serait pas forcément à l'avantage de l'État, parce qu'on voit bien, alors même si on peut pas dire que l'opinion publique se soulève globalement contre les dissolutions d'associations de supporters, ça laisse le français moyen relativement indifférent, mais dans le monde du football, ces mesures sont assez populaires parce qu'elles sont au mieux c'est de l'affichage, au pire c'est complètement inefficace. Alors il y a une dernière question que j'aimerais vous poser, notamment parce que ça semble assez particulier au football. Vous l'avez dit vous-même, l'immense majorité de ces 8000 personnes dans les deux virages du stade Geoffroy Guichard ne sont pas des personnes violentes. On a quand même l'impression, quand on regarde l'encadrement sécuritaire des matchs de football, que c'est l'un des seuls pans de la société. C'est un reproche souvent fait par les ultras, mais me semble-t-il à raison, où on pratique la sanction collective. Vous avez 10 types qui agitent des fumigènes, vous fermez toute la tribune avec les milliers de personnes qui sont dedans. Vous avez peut-être 50 ou 30 personnes qui envahissent le terrain et effectivement se conduisent de manière très violente, sont condamnées, et vous dissolvez toute l'association. Comment ça se fait qu'on tolère les sanctions collectives ou qu'on les pratique en tout cas sur le football ? Oui, c'est une vaste question, elle est très intéressante, d'autant plus que ça ne se pratique pas chez nos voisins. Les Anglais le font pas, les Allemands ne le font pas. Alors, je dirais il y a deux raisons à ça. La première, c'est celle que j'ai avancée il y a quelques instants, c'est qu'il y a une relative indifférence de l'opinion publique à cela. En fait, on s'est aperçu de l'existence des interdictions de stade de ce type de mesures au moment où Édouard Philippe, il y a quelques années, avait envisagé les interdictions de manifester, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que idéalement, il faudrait appliquer des sanctions individuelles, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, l'identification des supporters qui vont allumer un fumigène, qui vont commettre des incidents. Prenons l'exemple de Marseille-Lyon la saison dernière avec le jet de projectiles contre le bus lyonnais et l'entraîneur lyonnais qui est blessé au visage, on n'a jamais retrouvé l'auteur. Donc le problème, c'est que souvent les gens ont le visage masqué. On est dans un milieu où on ne dénonce pas ses camarades, et donc souvent l'État se trouve un petit peu démuni, et pour dire qu'il fait quelque chose par affichage, et deux aussi par mesure de sécurité, il se dit autant qu'on ferme toute la tribune ou qu'on interdise tel ou tel club de déplacement, comme ça on prévient les incidents futurs, même si on n'est pas parvenu à retrouver les auteurs des actes commis. Après, encore une fois, c'est vécu, et à juste titre, comme une grosse injustice par les centaines ou les milliers de supporters qui sont venus et qui, eux, n'ont pas commis d'incident. Exactement. On en reparlera, en tout cas, avec vous, pourquoi pas, Mathieu Zagrodzki. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales.